Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à cette école d'automne sur les recherches partenariales et participatives organisée par le réseau Réunis. Et comme vous voyez, l'école d'automne porte bien son nom parce qu'on a évidemment commandé un temps tout à fait automnal sur Strasbourg. Et je vous rassure tout de suite, si vous attendez que l'été revienne, ce n'est pas prévu. Et donc c'est très bien parce que vous serez bien au chaud, ou plus ou moins, parce que le chauffage n'est pas encore complètement allumé ici à l'université, mais vous serez en tout cas bien au sec dans les murs de cette belle université de Strasbourg. Et pour aujourd'hui, dans cet amphi Alain Berretz, du nom du président fondateur de l'université de Strasbourg, sur laquelle, permettez-moi en ma qualité de vice-président, de vous dire quelques mots pour savoir un petit peu en fait l'établissement dans lequel vous êtes accueillis pendant ces 3 jours. Notre université de Strasbourg est une vieille dame puisqu'elle a été fondée en 1538 au XVIe siècle comme séminaire, grand séminaire ici à Strasbourg. Et elle est devenue une université impériale en 1621. Je rappelle qu'à l'époque, nous n'étions pas en France, mais nous étions dans le Saint-Empire romain germanique. Et elle a ensuite poursuivi toute une vicissitude. Alors, je vais pas vous raconter toute l'histoire de l'université, mais pour vous dire en tout cas que c'est une université qui a une grande longévité et qui a été d'abord, comme c'était le cas des universités, une école latine dans laquelle on enseignait la théologie, le latin, et cet enseignement de la théologie est resté. C'est une particularité aussi au sein d'une université publique française, puisque vous savez que dans le cadre du régime concordataire qui fait que l'Alsace est en régime de droit local, comme nous disons, eh bien, il peut y avoir, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la France, des facultés de théologie dans l'université publique française. Donc voilà, c'est un héritage, non pas du XVIe siècle, mais surtout de notre période allemande, puisque si vous promenez un petit peu sur le campus, vous aurez l'occasion d'y aller cet après-midi, notamment au planétarium, vous allez voir qu'on a ici un campus moderne qui a été construit dans les années 1960-70, au moment où les universités se sont largement ouvertes au public étudiant. Mais nous avons une grande partie de nos bâtiments qui ont été construits à l'époque allemande, donc sous le Deuxième Reich, notamment entre 1880 et 1900, et c'est le cas notamment du palais universitaire, qui est le plus grand bâtiment de l'université. Donc voilà, une université qui, j'allais dire, est une université de la frontière, finalement, vous l'avez remarqué, hein, si vous faites 3 km, vous passez en Allemagne, et cette frontière, eh bien, on a été tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et c'est au fond ce riche héritage que nous essayons aujourd'hui toujours de faire fructifier et de défendre cette université comme une grande université européenne et une grande université internationale. Nous avons 58 000 étudiants à l'université de Strasbourg en formation initiale et en formation continue. Nous avons 35 facultés, donc nous formons les étudiants dans à peu près tous les domaines, que ce soit le domaine de la médecine, du droit, de l'économie, des sciences humaines et sociales, des arts, mais aussi de l'ingénierie, du journalisme. Voilà, donc c'est une offre très très large. Donc répartis en 35 facultés avec plus de 70 unités de recherche, dont un bon tiers qui est en cogestion avec les organismes de recherche, principalement le CNRS, donc Centre national de la recherche scientifique, et l'INSERM pour la recherche médicale. Donc voilà, vous êtes ici dans une grande université pluridisciplinaire, une université qui, comme vous le voyez, a choisi en 2009, lorsque nous avons fusionné en 2009 les 3 anciennes universités, parce qu'avant on avait, après 1968, on a séparé l'université de Strasbourg en 3 universités, une de droit pour faire simple, une de sciences humaines et une de sciences dures et de médecine. Et on les a fusionnés, en tout cas, on les a rassemblés de nouveau en 2009. Et c'est Alain Berretz qui a été donc le premier président de cette nouvelle université. Cette nouvelle université, elle a choisi de s'appeler Université de Strasbourg. Elle aurait pu prendre un autre nom, elle aurait pu prendre, comme c'était le cas des universités avant, on avait l'université Robert Schuman, on avait l'université Marc Bloch, voilà, on avait l'université Louis Pasteur, donc il y avait des grands noms qui étaient passés ici par Strasbourg et auxquels nous nous référions. Et en fait, le choix de nous appeler Université de Strasbourg, c'était aussi assumer une relation politique et structurelle à un territoire.
dire que cette université, alors c'est évidemment l'université de la ville de Strasbourg, mais au-delà de Strasbourg, c'est évidemment l'université qui rayonne sur la métropole et qui rayonne aussi sur le département du Bas-Rhin, sur l'Alsace et je l'ai rappelé, nous sommes l'université de la frontière, donc une université qui regarde aussi de l'autre côté du Rhin. Et je crois que ce symbole de Strasbourg, c'est pas simplement la ville, c'est aussi ce que l'histoire de Strasbourg représente. Quand on a choisi Strasbourg pour devenir une des capitales européennes après la Deuxième Guerre mondiale, c'était de faire d'une ville qui avait été tantôt en France et en Allemagne un symbole de la paix et de la réconciliation en Europe, ce qui n'est pas un vain mot, ce qui n'était pas un vain mot en 1945 et ce qu'il n'est pas aujourd'hui toujours un vain mot quand on voit le retour de la guerre en Europe. Donc je crois que Strasbourg est un beau symbole et que notre université se rattache au nom de cette ville, eh bien ça véhicule tout ça. Et en ce qui nous concerne, ça véhicule aussi un lien tout à fait particulier au territoire où, en fait, dès 2009, le président Alain Berretz a souhaité que nous ayons une vice-présidence en charge des relations sciences-société. J'ai eu la chance d'occuper cette fonction depuis 2014 et je dois dire que je suis heureux de voir qu'un vocable qui était en France en 2014 encore une sorte de sémantique, je dirais pas vide, mais en tout cas relativement inconnu, qui plongeait les gens dans une certaine perplexité, en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça, science-société? Je suis content de constater qu'aujourd'hui, 9 ans plus tard, en 2023, quand on parle de science-société en France, eh bien, on peut mettre des actions concrètes, on peut mettre une définition derrière, même si cette définition fait encore des débats, mais je pense que ça c'est très bien, et que le fait qu'il y ait maintenant des labels aussi science avec et pour la société au niveau de la France a permis je crois, de structurer ça. Et on a un réseau des vice-présidents sciences-sociétés, en tout cas je parle pour la France, qui comprend plus de 70, Julia tu m'arrêtes puisque tu es au bureau si je dis des âneries, mais en gros 70 personnes non, qui sont dans ce réseau, sur 74 universités. Ça veut dire que voilà, cette dimension-là s'est ancrée. Alors nous, à Strasbourg, on l'a décliné de différentes manières. Évidemment, il y a le niveau le plus traditionnel qui consiste à dire nous allons porter la science en dehors des murs de l'université et nous allons donc faire des actions de diffusion, que ce soit sous forme de conférences, d'actions scolaires, etc., pour voilà, amener cette connaissance scientifique au-delà du simple champ des étudiants et de connecter ça au fond avec des savoirs en ville. Ça, c'était ce qui a été fait. Nous avons pour ça constitué à Strasbourg depuis longtemps un service de culture scientifique, technique et industrielle qui s'appelle le Jardin des Sciences. Et ce Jardin des Sciences, aujourd'hui, c'est 40 personnes qui travaillent avec un certain nombre de lieux emblématiques. Vous verrez ce soir le planétarium. On a un planétarium universitaire depuis 1980. Et ce planétarium 81, pour être exact, et donc on l'a mis maintenant dans un nouveau bâtiment, et c'est le seul planétarium universitaire de France, c'est-à-dire qui est véritablement aujourd'hui couplé aux données de la recherche qui sont collectées dans notre centre de données astronomiques de Strasbourg, qui depuis les années 1970 collecte les données de tous les télescopes terrestres et spatiaux, et donc tout ça est injecté. Donc le ciel qu'on voit dans le planétarium, eh bien, c'est finalement le ciel tel que, non pas on se l'imagine ou on se le représente, mais tel qu'il est, si tant est qu'on puisse le rendre tel qu'il est, puisqu'on est évidemment là dans un abîme quasiment métaphysique de connaissances et de données. C'est pour vous dire que voilà, nous sommes dans une approche, donc cette approche, disons, de la culture scientifique classique, nous la connectons à la recherche et dans un certain nombre de lieux voilà, qui se sont plutôt groupés autour sur le campus historique. Et nous avons ensuite souhaité que cette approche se double de deux axes. Premièrement, un axe participatif et partenarial, et deuxièmement, un axe territorial. Ça, c'est la politique que j'ai souhaité porter avec l'équipe présidentielle actuellement. Donc, la recherche participative, nous y sommes engagés. Alors finalement, assez tardivement, vous allez me dire, mais enfin mieux vaut tard que jamais, en 2019, par un programme structuré de notre initiative d'excellence, puisque l'Université Strasbourg est lauréate de l'initiative d'excellence de manière pérenne depuis 2016. Et donc nous dédions un fonds
au soutien de ces recherches. Mais on s'est rendu compte que l'argent ne suffisait pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais surtout l'argent ne fait pas un programme de recherche. Et particulièrement quand on est sur ces enjeux de la recherche partenariale et participative, on sait qu'il y a des méthodes de recherche qui sont très différentes. Comment construire la relation avec le citoyen, comment construire la relation avec les associations avec lesquelles on travaille, comment construire cette relation avec la société civile, quel positionnement donner d'un côté pour ne pas donner le sentiment à ces personnes d'être exploitées par la science et en fait de venir combler des ressources humaines qu'on n'arriverait pas à mettre de l'autre côté parce qu'on sait bien que les budgets sont contraints, et ça, c'est le premier écueil. Et l'autre écueil, c'est de ne pas reconnaître le travail, l'engagement et la montée en compétence aussi de ces personnes-là. Donc, il y a un travail à faire. Globalement, je ne dis pas que le travail est qu'on a atteint tous les objectifs, mais c'est ceux que nous avons lancés, donc en plus des financements. Et ça s'est fait grâce à un projet dont nous avons été lauréats en 2021, qui s'appelle le projet OPUS, Open University of Strasbourg. Ce projet OPUS, donc c'est une œuvre collective que nous créons, qui n'est pas seulement l'œuvre de l'université, mais l'œuvre de l'université et de la société. Et vous avez certainement vu quelques visages déjà d'Opus. Opus est à la manœuvre pour l'organisation de cette école d'automne. Vous avez Emeline Dufresnoy, qui sera la maîtresse du temps. Et donc, c'est aussi pour moi l'occasion de saluer et de remercier toute l'équipe. Il y a Clara Chavanon, qui est aujourd'hui la responsable du Labo Citoyen. Le Labo Citoyen, c'est la structure que nous avons créée. Voilà, Clara est là, je la cherchais. Clara, donc ce Labo Citoyen, c'est vraiment la structure qu'on a d'accompagnement de ces projets de recherche et sciences participatives, que Clara a monté avec deux versants, avec notamment l'aide de Mélodie Faury, qui est donc ma chargée de mission Sciences Société, qui fait un travail remarquable, et sans qui, en fait, je ne serais jamais venu à tout ça, parce que moi, j'étais loin de tout ça. Donc, c'est un vrai travail collectif, et aujourd'hui, on travaille à la fois à amener les chercheurs, à accompagner les chercheurs vers les citoyens, mais aussi à répondre à la demande sociétale des citoyens et la connecter avec les chercheurs. On travaille sur les deux versants. Donc ça, c'est Opus. Derrière, il y a, à côté du Labo Citoyen, nous avons aussi toute une équipe. Il y a Mégane, il y a Elena et Adèle, évidemment, et beaucoup d'autres monde encore. Donc voilà, c'est toute une équipe qui s'est installée assez luxueusement dans une belle villa patricienne du campus historique. Et voilà, je vois Emeline qui sourit. On sait qu'il y a encore quelques petits travaux à faire, que le jardin n'est pas encore complètement fait, mais heureusement qu'il pleut un peu parce que ça va contribuer à le reverdir. Voilà, en tout cas, donc ça, c'est la dimension, j'allais dire, participative. Et puis territoriale, je finirai là-dessus, pour dire que cette université de Strasbourg, je revenais sur le lien à la ville, c'est au-delà d'un lien à la ville, c'est un lien avec des territoires, et que nous essayons à la fois dans l'approche des sciences participatives, mais aussi des actions de médiation, de diffusion, de nous déployer dans l'ensemble de l'épaisseur d'un territoire. C'est ça qui est fantastique quand on est en province. À Paris, c'est plus compliqué parce qu'on a un peu le sentiment de se marcher sur les pieds avec l'université voisine. Ici, on a un terrain de jeu qui est à la fois, évidemment, la ville, le centre-ville, les zones périurbaines, les zones rurales, les zones montagnardes. Nous avons aussi des chercheurs qui font... on a un observatoire dans les Vosges sur les questions d'environnement. Donc, ça nous permet de connecter à plein d'endroits l'université avec les territoires. Et je crois que ça, c'est au fond le sens quand on dit participatif. Je vois qu'aujourd'hui, dans le programme qui nous attend sur les 2 prochains jours, eh bien, on parle de meeting points, donc de points de rencontre. Je rappelle quand même, c'est une université francophone, un réseau francophone réunissent. Donc peut-être on devrait dire point de rencontre, ma chère Emeline, mais je pense que tout le monde ici comprend suffisamment l'anglais pour savoir ce qu'on veut dire. En tout cas, ces points de rencontre, nous, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu le sens de notre rencontre, et c'est le sens aussi de ce réseau. Et je vais donner immédiatement la parole à mon collègue Sambou Ndiaye du Sénégal, l'université Gaston Berger, et puis à Christian Agbobli, vice-recteur recherche à l'université du Québec à Montréal. Ce réseau réuni est parti d'un constat, mais ils vont vous l'expliquer évidemment mieux que moi, mais j'introduis, je fais le teaser, est parti d'un constat que aujourd'hui il y a des pratiques très différentes au sein de l'espace francophone, que nous, cet espace francophone nous intéresse parce qu'évidemment on peut travailler à un niveau international, c'est pas difficile, on peut monter un réseau avec plein d'universités. Il nous semble que la francophonie constitue aussi un levier assez intéressant. Premièrement parce que la francophonie, c'est pas que les pays dont la langue officielle est le français, mais c'est les pays qui ont reconnu, soit dans la langue administrative, soit dans les langues minoritaires, le français. Et donc ça représente
un nombre très important. On ne m'a pas projeté de carte de la francophonie, mais vous trouvez ça facilement sur le net. Donc on sait qu'aujourd'hui, ça concerne un certain nombre de pays et que derrière, quand on crée la relation aux citoyens, on la crée par le langage. On peut faire de la science, évidemment, mais la science passera toujours par la communication. Et je crois que c'est peut-être ce qui différencie un programme de recherche classique, où finalement, l'anglais, c'est la langue universelle des chercheurs. Mais quand on va au niveau du citoyen, tout le monde ne parle pas l'anglais. Et au contraire, il faut aller chercher le citoyen dans son expérience propre. Et son expérience propre s'incarne dans un langage. Et je crois donc dans cette vertu du langage comme un lien au fond, entre l'université et la société, et que finalement, travailler dans un espace francophone, c'est pas pour faire un entre-soi, mais c'est peut-être pour poser aussi des modalités d'un rapport, et peut-être, derrière, aussi des valeurs. Et je crois que c'est ce qui nous a réunis, sans mauvais jeu de mots, en 2019. C'est à la fois des problématiques communes, que j'ai en partie expliquées, sur les enjeux du participatif, mais aussi de se dire, est-ce que derrière, il n'y a pas des valeurs dans le rapport aux citoyens, dans une certaine éthique de la science, peut-être dans une éthique de l'humain, plus globalement, et je crois que c'est vraiment ce qui fonde notre réseau. Donc nous ouvrons, et j'en suis ravi, ces 3 jours d'école d'automne. Et je crois que, on va voir ce que ça produit, et puis on aura des mots de clôture pour voir comment on peut tracer ensuite des perspectives pour la suite. À la fois, j'allais dire, pour notre réseau. Alors, le réseau aujourd'hui, c'est un petit nombre d'établissements, c'est ceux qui se sont retrouvés à un moment en disant tiens, on a quelque chose à partager. Mais j'allais dire, on voit les choses de manière plus ouverte, en se disant que oui, si le réseau c'est un noyau aujourd'hui de 6 ou 7 établissements, ça a vocation, et c'est le sens de cette école d'automne, ça a vocation à accueillir sur ces problématiques-là toutes celles et tous ceux qui sont intéressés, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau des équipes d'accompagnement, que ce soit au niveau de la communauté des chercheurs ou de ce qu'on appelle le tiers secteur de la recherche. Je ne serai pas plus long, j'ai déjà été beaucoup trop, mais je pense que je vous devais à la fois ces mots de contextualisation, d'explication sur la belle université qui vous accueille, et je passe donc sans plus attendre la parole à Sambou Ndiaye pour nous présenter la trajectoire du réseau réuni, et il sera complété ensuite par Christian Agbobli. Bonjour, c'est un plaisir que j'ai d'être là avec vous. J'aimerais bien vous apporter le soleil du Sénégal, mais malheureusement j'ai trouvé la pluie. Mais pour vous dire que c'est un très grand plaisir que nous avons à venir pour ces 3 jours au niveau de Strasbourg. Une très belle université, ce que j'ai vu. En réalité, je rappelle que pour nous, le réseau Réuni est un réseau extrêmement prometteur et innovant. La première chose, c'est vraiment les regards croisés entre 3 continents, entre plusieurs pays, ce qui pose l'enjeu du respect de la diversité, mais aussi l'enjeu de l'interculturalisme. Mais c'est également des regards croisés qui permettent de croiser des réflexions de chercheurs, d'étudiants, de praticiens. Et tout ceci autour d'une coproduction ou bien d'une co-construction de connaissances sous forme de regards partagés mis à disposition dans des supports pour servir, n'est-ce pas, l'open science. Et ce qui est extrêmement important pour nous, Africains, qui avons beaucoup de problèmes d'accéder aux derniers écrits. Nous avons du plaisir, nous au Sénégal, de pouvoir revendiquer que les fonds baptismaux de ce réseau sont bien en Afrique et à Dakar. C'était lors de cet atelier international que nous nous sommes rencontrés. Et quand nous nous étions rencontrés, je me rappelle, on avait senti qu'on partageait un certain nombre de préoccupations. Et ces préoccupations dépassaient nos universités, dépassaient nos pays et nos continents. Et c'est là d'où la réflexion est née pour se demander est-ce qu'il ne fallait pas aller plus loin. Et donc c'est un très grand plaisir que nous, Africains, en tout cas nous, Sénégalais, nous avons eu beaucoup de plaisir à venir rejoindre le mouvement après Dakar pour aller sur Montréal. Et le collègue Agbagli va y revenir. Au niveau des universités africaines, je rappelle que l'ouverture de l'université à la société constitue un enjeu extrêmement important. Aujourd'hui, c'est reconnu
comme la troisième mission de l'université. Dans mon université, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, il y a le service à la collectivité qui a été monté. D'ailleurs, le recteur vient de me charger d'élaborer le plan stratégique pour la première fois du service à la communauté. Pour dire que c'est un mouvement balbutiant et qui espère, à travers ce réseau, s'inspirer d'expériences d'autres universités, d'autres pays, pour pouvoir proposer des choses extrêmement importantes. L'intérêt pour l'Afrique, en réalité, chers amis, c'est pour nous le décloisonnement de l'université. Nos universités ont été toujours fermées à la société. Nos universités n'ont jamais assumé leur mission de service public. Nos universités ont beaucoup souffert de cette vision de suprématie des scientifiques, comme si la société n'était pas capable, elle aussi, de produire du savoir. Alors qu'en Afrique, avant même l'ouverture des universités, durant la période précoloniale, il y avait des savoirs endogènes au niveau de la pharmacopée, au niveau de comment on scrute la lune. Les pêcheurs guident l'activité de pêche 15 jours par mois à partir des signes de la lune. Le paysan produit, cultive, met ses produits sous terre après une lecture des étoiles. Autrement dit, il y avait bien des savoirs endogènes, mais qui n'étaient pas reconnus par les universités. Et pour nous, c'est extrêmement important que les universitaires sachent que les communautés, et ça c'est un proverbe africain, qui dit que les communautés ne sont pas des calebasses vides à combler, ce sont des forêts à explorer. Autrement dit, il y a un savoir qui est là, un savoir endogène, un savoir produit, reproduit, hérité plusieurs années, mais malheureusement, nous les universitaires, nous nous étions jamais ouverts à ce savoir. Et donc pour nous, c'est aussi une redécouverte de ce qu'est le chercheur, une redécouverte de ce qu'est la société. Pour dire qu'on a un grand intérêt pour nous, dans ce réseau, de valoriser les autres formes de savoir qui sont extrêmement importantes. C'est dire que j'ai beaucoup de plaisir à venir avec deux de mes étudiantes, Rokhaya et Aïssatou. Au début, on était 5 qui devaient venir, mais les problèmes de visa, chers amis, on était 5, mes étudiants ont tout fait, mais l'ambassade, malheureusement, ne leur a pas donné le visa. Et donc, nous sommes une délégation de 3 personnes qui sommes là pour venir participer. Et nous attendons quand même de ce réseau l'accompagnement pour la consolidation de la relation entre université, territoire, université, communauté. Au niveau de l'Afrique, c'est une grosse demande. C'est une demande qui est encore balbutiante, reconnue par les universités, mais nous pensons que le réseau doit pouvoir nous accompagner pour régler, n'est-ce pas, cette troisième mission de l'université. En tout état de cause, c'est un réseau très transparent, très ouvert. Et pour nous, c'est important de s'ouvrir à d'autres pays, à d'autres continents, de pouvoir échanger sur cet espace extrêmement important. Et donc, durant ces 3 jours, nous serons là pour échanger avec vous. Et c'est tout un plaisir que nous avons. Et nous espérons un jour vous recevoir en Afrique pour, n'est-ce pas, une activité de ce réseau. Merci beaucoup. Alors, également pour moi, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui et puis un honneur et un bonheur de représenter l'Université du Québec à Montréal à cette occasion de l'école d'automne. Alors, Mathieu a parlé de pluie, Sambou a parlé de soleil, moi je ne parlerai pas de neige, mais... je tiens à mentionner que Réunis a été formé à l'initiative de l'UQAM et vous l'avez dit, pour partager expériences et réflexions sur les coopérations de les universités et les sociétés, je devrais dire. Un réseau francophone, vous l'avez mentionné, tu l'as mentionné, réseau francophone unique, qui aspire à mieux faire connaître les recherches partenariales, participatives et les conditions qui permettent à ces recherches de se réaliser. Que de chemin parcouru entre Dakar, parce que, oui, on se rappelle que le lancement a eu lieu en mars 2022 par Zoom à l'UQAM, mais en réalité, c'est à Dakar que tout cela est né, a émergé entre... finalement nos universités, où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme réflexion, piste, collaboration entre nous, mais aussi avec nos
collègues, nos citoyens, nos étudiants. Cette idée, pour nous, à l'UQAM, elle n'est pas neuve. Parce que tu parlais de l'université de Strasbourg, née en 1538, si ma mémoire est bonne. Et nous, l'UQAM, 50 ans. 1969, donc on a quand même un petit décalage d'années de création. Mais depuis 50 ans, notre université a contribué à créer des ponts avec différents groupes sociaux pour la formation, la recherche, pour valoriser ce qu'on appelle les innovations sociales. Et en 50 ans, un grand sociologue du Québec dit que si l'UQAM n'avait pas été créé, eh bien le Québec ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est vous dire toute la contribution de l'Université du Québec à Montréal à transformer la société québécoise. Et cette transformation de la société québécoise s'est faite dès 1979 avec la constitution d'une politique institutionnelle de service aux collectivités pour démocratiser le savoir universitaire auprès des groupes qui n'y avaient pas traditionnellement accès, les groupes de femmes, les groupes syndicaux, les groupes communautaires. Et ce service est un service modèle, unique au Québec, qui a favorisé ces arrimages-là entre les groupes sociaux, les expertises professorales. Et ce service, c'est le service aux collectivités. Et je me plais à dire que le service aux collectivités est un joyau, un bijou, non seulement pour l'UQAM, pour la société québécoise, et bien sûr pour Réunis, puisque dans les échanges que nous avons, eh bien, le service aux collectivités paraît être un modèle. Sa mission comme service est de mettre l'accent sur la recherche participative, la co-construction des connaissances, le partage des savoirs, l'inclusion participative de tous les partenaires sur un pied d'égalité dans des projets de recherche, universités, collectivités, citoyennes et citoyens. Ce type, je pourrais démultiplier les exemples de recherches participatives qui ont été menées au sein du service aux collectivités, mais bon, nous avons 3 jours pour cela. Et je veux quand même souligner le travail de co-construction que nous avons fait depuis Dakar, ensuite Montréal, encore Montréal, maintenant Strasbourg, et puis j'imagine par la suite nous aurons Lausanne, nous aurons Lyon, nous aurons Rennes, bien évidemment. Et d'ailleurs, comme on dit un peu au Québec, il faut passer la guenille. Et dans le même temps, je tiens à remercier les institutions qui sont avec nous ou presque dès le premier jour. L'université Lumière Lyon 2, je ne sais pas si on dit encore Lumière, mais oui, toujours. L'université Robert Schuman, non, l'université de Strasbourg, l'université de Rennes 2, l'université de Lausanne et l'université Gaston Berger. Et l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, au cours des prochains jours, sera un jalon important de notre histoire, de l'histoire de notre réseau et pour l'avancement de la recherche participative. Et je suis très heureux d'être aux premières loges pour cela, parce que nous travaillons collectivement, je l'ai dit, en termes de co-construction, et avec une équipe aussi de l'Université du Québec à Montréal qui est avec moi. La professeure en travail social, Maria Nengue-Mansa, qui a mené de nombreux projets de recherche-action dans les milieux associatifs, académiques, artistiques et militants également. Maria qui, je me rappelle, l'équipe de direction de l'UQAM qui nous a mobilisés dans les actions antiracistes au sein de notre université, qui trouvait qu'on n'allait pas assez vite, assez loin, assez fort. Et j'espère que ce qu'on fait montre que des jalons essaient d'être posés. Nous avons aussi 5 étudiantes et étudiants qui ont participé à des projets de recherche participative via notre service aux collectivités. Christophe, Chanel, Anne-Sophie, Gabrielle, Véronique,
qui sont également là avec nous. Bon, on n'a pas eu de problème de visa comme vous, mais j'espère qu'on pourra, par notre présence, contribuer à des échanges autour de cette problématique qui nous préoccupe. Et bien sûr, il y a Mélanie Pelletier, qui est très engagée au service aux collectivités, qui a participé à l'événement avec l'équipe, bien évidemment. Et donc, cette école est essentielle pour partager nos savoirs, les défis, les bons coups, les réussites, mais aussi, je vous dirais, les obstacles qui sont devant nous, parce que parler de sciences, société, de recherche participative, ce n'est pas toujours évident. Par contre, ça permet de créer des partenariats solides, stimulants, engagés, et je suis convaincu qu'avec la présence dans cette salle, nous aurons pas mal d'émulations qui se réaliseront parce que nous avons des expertes et des experts qui, pendant 3 jours, prendront la parole. Et plusieurs viennent, bien sûr, de la belle ville de Strasbourg, de Montréal, Lyon, Lausanne, Rennes, Aix-Marseille, du Sénégal, et je crois aussi du Brésil. Et du Maghreb, bien évidemment. Donc, ça montre que nous sommes un réseau qui a cette vocation à être ouvert. C'est dans notre nature même, parce que nous parlerons d'intermédiation, de structuration de la communauté, des enjeux de recherche participative, d'éthique de la recherche aussi. Parce que quand on parle de sciences citoyennes, de recherche participative, quelle est l'éthique qui est associée à cela. Donc la programmation est très riche et diversifiée, ce sera stimulant, j'en suis convaincu, surtout quand on se retrouvera dans nos meeting points, dans nos points de rencontre. On aura des discussions, des échanges, des connaissances partagées qui seront soulevées, et je suis convaincu que cette école d'automne est une réussite, c'est déjà une réussite, c'est déjà un succès par votre présence ici et par le travail aussi d'envergure qui a été fait par l'Université de Strasbourg, parce que avec le partenariat réalisé avec l'Agence universitaire de la francophonie et ce que vous avez pu faire, je tiens à vous remercier pour ce leadership que vous avez pris pour matérialiser notre réseau. Et je vais m'arrêter là parce qu'on sait que les profs, on aime bien parler. Alors, je vais m'arrêter là et souhaiter longue vie au réseau, à ses membres et à nos activités.